Voilà. Donc moi je suis absolument gourou et sectaire de la rationalité, de la connaissance scientifique, c'est-à-dire le fonctionnement d'adhésion dans les mouvements idéologiques forts, comme les sectes, possède un contre-équipement intellectuel destiné à contrer tout ce qu'on peut leur dire. Techniquement, ça veut dire que ça ne sert à rien de discuter avec eux. Vous ne les atteindrez pas par la raison, ils sont dans un fonctionnement de toute façon qui n'en tient pas compte, et ils sont contre-équipés pour contre-argumenter tout ce que vous leur direz. C'est-à-dire, c'est la science qui le dit. Voilà. Et dans un parterre d'ignorants qui ne connaissent rien de la physique quantique, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Si vous dites onde, vibration, énergie, c'est comme si je disais abracadabra, c'est de la pensée magique pour les. Je referme la petite parenthèse. Ça, c'est peut-être plus problématique. Parce que là, ça nous interpelle dans notre fonctionnement plus profond. Parce qu'après, on ne peut pas être expert en plus. C'est normal. Mais nous sommes psychologiquement avec une sorte de pente. Disons, c'est plus facile, parce que ça nous demande moins d'efforts, d'être attirés par ce qu'on appelle les présentations simplistes. C'est-à-dire qui font appel au bon sens, qui font appel à un réalisme naïf quant aux phénomènes qui nous entourent. Parce que là, vous pouvez vous appuyer, mais ça marche pour moi. Par exemple, je me suis déplacé une vertèbre, je ne suis pas allé chez le chiropracteur, l'ostéopathe, qui sont des pseudosciences, on ne va pas refaire le match. Mais par exemple, je suis allé à la piscine. Et je suis revenu de la piscine, passé de Lourdes, à Toulouse, j'ai plus eu mal. Donc, c'est la piscine qui m'a guéri. Et là, vous commencez à rentrer dans ce qui est au cœur de la pensée magique, c'est-à-dire qu'on va confondre des événements concomitants, où on va chercher une corrélation en attribuant comme causalité quelque chose à un pouvoir prétendu. Donc ça, ce réalisme naïf, il nous induit en erreur au quotidien, c'est normal, malheureusement comme ça, et ce qui fait qu'en réalité, le monde est souvent beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué, contre-intuitif que ce qu'on pense, mais comme on est souvent très égocentré, si ça marche pour moi, c'est vrai. Qui parmi vous, à chaque fois qu'il y a un truc qui marche pour vous, vous dites « Oui, mais est-ce que je ne serais pas en train de m'auto-illusionner? Est-ce que je ne serais pas pris dans mon propre effet placebo ou nocebo ?» Voilà, on ne se pose pas ces questions-là. D'ailleurs, la plupart du temps, c'est vrai parce que vous le pensez, c'est bien connu. Depuis quand vous remettez en cause vos propres idées qui vous viennent à l'esprit dans votre idéation? C'est possible, et dans beaucoup de cas, on devrait le faire. Mais qui le fait? Il faut forcer. Il faut forcer. C'est contre-intuitif, il faut se botter le cul. Alors imaginez quand l'idée qui nous vient à l'esprit va dans le sens de nos convictions, de nos croyances, de nos attentes, de nos espérances, de nos visions politiques, de nos peurs, de nos fantasmes. On n'a pas besoin qu'on nous induise de faux souvenirs, on peut induire des faux souvenirs dans notre propre esprit par nous-mêmes. Par exemple, tout à l'heure sur la question des faux souvenirs, les premiers cas qui ont vraiment été étudiés sur des faux souvenirs ont été étudiés en 1960, de mémoire, petit doute sur l'année, si ce n'est pas 62, c'est 61, dans le cas de ce qu'on appelle les abductions extraterrestres. Les gens qui disaient qu'ils ont été enlevés par des extraterrestres, parce que quand vous examinez l'histoire de Betty et donc les époux Hill, j'ai oublié le nom de monsieur, c'est un couple, bah vous découvrez que c'est sous hypnose qu'ils se sont rappelés, mais c'est bien sûr, c'est les extraterrestres. 62, on sort juste après Adamski sur la question des ovnis, les premières soucoupes volantes posées comme telles, 1949. C'est sous hypnose. Ils ne se sont pas réveillés dans leur lit avec les petits gris là, qui leur regardaient droit dans les yeux. Non, c'est sous hypnose. Et par un psychothérapeute qui avait l'idée, parce que ça vient d'une vieille croyance qu'on se trimballe depuis la psychanalyse, qui est une pseudoscience, hein, la psychanalyse, appelons aussi un chat un chat. Si tu t'en souviens pas, c'est donc qu'il y a eu quelque chose. C'est donc la preuve, si tu t'en souviens pas, ça s'appelle le déni et le refoulement, vous avez comme ça toute une théorisation, c'est pas pour rien que autant de psychothérapeutes ont facilité ces faux souvenirs, parce qu'ils sont portés par une culture professionnelle où cette croyance dans des choses remontant à la petite enfance, etc., passée ensuite. Or, ces mécanismes d'oubli de la théorie freudienne n'ont jamais pu être établis objectivement, scientifiquement. C'est une pure affirmation freudienne de la psychanalyse. Ça participe de ce que les gens critiques de la psychanalyse dénoncent depuis des années, des années. C'est déjà dans les années, pratiquement dans les années 70, voilà, c'était dit comme tel. Donc c'est pas pour rien s'il y a cette
croyance et cette conviction que par l'hypnose, on va accéder à des souvenirs passés. En fait, ce que produit l'hypnose comme technique psychologiquement, c'est qu'elle floute les frontières entre ce qui est imaginé et les expériences réellement vécues par la personne. En d'autres termes, sous hypnose, vous ne pouvez plus faire la différence entre une production imaginaire et les expériences que vous avez réellement vécues. Donc sous hypnose, vous pouvez effectivement, alors ça peut être induit par la personne qui l'accompagne, ou c'est la personne elle-même qui peut l'imaginer. On recrée d'ailleurs des faux souvenirs de notre enfance, à peu près, vous pouvez prendre le pari que 50% des souvenirs de votre petite enfance sont de faux souvenirs. Mais pas induits par vous. Mais vous avez entendu dans votre famille des gens qui disaient cela, vous avez vu des photos, et il y a des choses que vous allez penser comme étant de souvenirs personnels, alors qu'en fait c'est un souvenir, c'est un effet de la mémoire qu'on comprend aujourd'hui. Notre mémoire, elle est complètement mutée, et notre cerveau passe son temps à recomposer des scénarios ou des relations. Moi par exemple, je m'en suis rendu compte, j'avais ce souvenir de ma maison dans laquelle j'avais vécu depuis tout petit, à Toulouse, tout ça, Mordicus, etc., etc. Et puis un jour, je me plante devant la maison, la maison, j'étais petit, je m'en souviens. Et alors ils me regardent tous, non mais attends, pas de numéro, nous on habitait 10 numéros plus loin. Donc j'ai vécu pendant des années avec ces images de cette maison, alors ça je ne sais pas pourquoi je m'étais fixé dessus, mais là, c'est pas un thérapeute qui m'a mis ça à l'esprit, c'est moi-même, alors voilà. Est-ce que je me suis pris à mon propre jeu en disant une fois à quelqu'un, tiens, c'est la maison de mon enfance, parce que peut-être elle y ressemblait un petit peu, une maison toulousaine dans le quartier des Minimes, ça ressemble beaucoup à une autre maison dans le quartier des Minimes, à Toulouse, voilà. Donc vous pouvez vous créer de faux souvenirs, alors imaginez qu'en plus des convictions idéologiques, des croyances fortes, convictionnelles, interagissent avec ça. Ce qui fait que parfois vous n'avez même pas besoin qu'un gourou vous mette des idées dans la tête là-dessus, vous pouvez vous induire les choses. Vous pouvez créer par exemple des hallucinations kinesthésiques. Une hallucination kinesthésique, c'est que si vous visualisez fortement que ceux qui ont vu Dune avec le gomme jobard lèvent la main. Voilà. Vous allez visualiser par exemple, mais il faut rentrer, ça ne marche pas comme ça. Vous visualisez votre main et vous imaginez qu'on vous applique une chaleur, une cigarette. Si vous rentrez dans le bon état mental par rapport à ça, très vite, vous allez ressentir la douleur. C'est ce que vous nous avez expliqué. La douleur ne provient pas de la main. Elle est générée comme interprétation sensorielle par notre cerveau comme signal d'alarme. Donc en réalité, c'est pas, contrairement à ce que vous dites, tu sais, j'ai mal au genou, il y a la mémoire de mes cellules, là, pas du tout. La douleur, elle est toujours dans le cerveau. Et à condition que votre cerveau ne se trompe pas dans le schéma mental en attribuant la douleur au bon endroit, ce qui peut se tromper. En fait, nous n'avons pas accès à la sensorialité linéaire de notre corps, tout est une recomposition du cerveau sensoriel. La minute, on va délirer. Tout ce que vous voyez là n'est pas la réalité autour de vous, c'est ce que votre cerveau recompose comme image à partir de choses que vous voyez, mais aussi de choses qu'il pense ou qu'il a déjà vues. Parce que quand vous me regardez là, vous ne voyez pas deux points noirs qui sont là devant vous. Tout le monde. Vous avez deux points noirs. Ça s'appelle, pour ceux qui ont la mémoire de l'œil en sous mémoire, grosso modo, là vous avez tout le monde, quand vous regardez, il y a c'est à peu près la taille d'une pièce de 2 euros, voilà. Il n'y a aucune information visuelle. C'est tache noire. C'est au fond de l'œil, c'est là où sont connectés les nerfs du nerf optique. Il n'y a pas de cellules sensibles à la lumière. Donc normalement, votre œil, ce qu'il voit, déjà, l'image elle est à l'envers, c'est une caméra Obscura, donc les images dans votre œil sont à l'envers. Voilà. Quand vous regardez, vous voyez les choses à l'envers. Alors qu'est-ce qui se passe? Votre cerveau, d'ailleurs, vous avez deux images, œil gauche, œil droit. Elles sont où les deux images? Ah, là je la vois. Hein, ah, là je la vois. Ah, là je ne les vois plus. Là j'ai qu'une seule image. Et en fait, c'est votre cerveau qui synthétise toutes ces informations. Alors comment il fait pour les taches noires? Eh bien en fait, notre cerveau calcule beaucoup de choses plus vite que je ne pense, moi en tant que sujet, et il déduit par des micro-mouvements qu'on fait, par les balayages qu'on a déjà fait, il déduit ce qui doit se trouver à côté, et il nous recompose cette image, et c'est pas ce que vos yeux voient, c'est ce que votre cerveau produit. Ce qui fait que sur un cas d'hallucination forte, c'est indiscernable pour le sujet de la réalité. Et quand on fait passer
des analyses au point de vue du cerveau dans ces cas-là, oui, les zones visuelles sont bien activées. Mais c'est induit, par exemple, par l'imagination ou par des substances ou des choses comme ça. Ce qui fait qu'on peut très bien s'auto-influencer dans les ressentis corporels autour de nous dans tous les domaines par le cadre de nos croyances et de nos convictions. Alors imaginez qu'en plus vous êtes dans des états psychologiques un peu borderline, ça va plus. Ce qui fait qu'une affirmation pseudo-scientifique, si elle va dans le sens de vos convictions, qu'elle vous apporte des certitudes, pas des doutes, hop, je vais à la pêche et je ramène. Voilà. Parce que vous et moi, ce que nous cherchons d'habitude, c'est pas des connaissances, je veux dire, objectives, vraies. Ce que nous cherchons, c'est des certitudes. Parce qu'une certitude, j'ai plus besoin d'y penser. C'est pour ça que les gens, ils adorent la vérité, qui n'existe pas, parce qu'il existe des vérités. Donc, cette idée, au sens la vérité supérieure, c'est une façon de s'économiser, parce qu'après, je n'ai plus besoin de réfléchir, tout est réglé. Donc là, chers amis, c'est nos fonctionnements en écologie comportementale qui jouent contre nous. Mesdames, Messieurs, si j'ai accepté d'être témoin ici, eh bien c'est parce que nous avons vécu un drame familial. Parce que j'étais un homme public, j'ai dû tout mettre sur la place publique dans notre région, l'Est de la France. Et puis je me suis aperçu aussi que beaucoup de cas comparables, et je salue beaucoup de personnes au premier rang avec lesquelles on a échangé, dans différentes structures, et on s'aperçoit d'une chose, c'est que quand la justice est saisie, ceux qui sont accusés ne peuvent pas prendre la parole. S'ils sont innocentés, ils croient toujours à que la bonne foi revienne et le contact avec les enfants. Si la justice ne s'est pas prononcée et que c'est en instruction, il ne faut pas non plus qu'ils s'expriment. Et puis à la fin, les quelques retours que nous avons pu voir, constater, eh bien, tout le monde veut se projeter en oubliant le scénario noir. Donc on est un peu différent de ce cas, parce qu'on a dû s'exprimer publiquement du fait que les réseaux sociaux ont fait des dégâts. Donc, pour notre part, mon épouse est dans la salle, 75 ans aujourd'hui, au début du drame, 60 ans, avec une famille où ça se passait très bien. Et d'ailleurs, quand on a été éveillé, quand on a appris ce qui nous arrivait, on a cherché pendant 1 an et demi avec notre fils, et on a trouvé une famille de Marseille qui avait 4 enfants, 3 fils et une fille, qui étaient dans les mêmes situations que nous, et c'était à peu près les mêmes approches. On aurait pu changer leur nom avec les nôtres, tellement il y avait de similitudes. Donc nous avons 3 enfants, un fils qui avait 36 ans à l'époque, et 2 filles, fils pacsé, et 2 filles, une de 35 ans, une de 33 ans, toutes les 2 mariées, avec chacune 2 enfants, de 3 ans pour les jumeaux d'une fille et de 2 ans et quelques mois pour la Benjamine. 2 autres petits-enfants de notre fils viendront plus tard. Une entente parfaite, des vacances communes, été, hiver, elles n'habitaient pas dans les mêmes régions que nous, mais malgré la distance, 800 km pour une et 300 km pour l'autre, c'était des rencontres chaque 2 mois pour une, chaque mois pour l'autre. Et puis on s'est aperçu de la fatigue de la Benjamine, effectivement, qui avait pris un congé parental. Après 2 grossesses en 22 mois, elle était cadre dans la fonction publique, une très bonne place, après à l'USS, et puis maintenant, je peux vous dire qu'après toutes ces péripéties, eh bien, une formation par correspondance en Suisse, et puis elle est naturopathe, avec des questions. Chaque fois qu'on se quittait à l'époque, il y avait comme un mal-être, elle cherchait un idéal, un mieux-être permanent. Vous voulez qu'on reste plus, et puis en quelques semaines, quelques mois, d'abord quelques semaines, des insinuations, parlant de voyeurisme. Ensuite, quelques semaines après, parlant d'attouchement. Et puis un flashback lui serait revenu en changeant son fils, et puis rapidement inceste. Et 3 mois après, on est accusé de pédophilie
moi seul dans un premier temps, vis-à-vis des petits-enfants qui sont entre 3-4 mois et 4 ans, 3 ans et demi pour le plus grand. Et puis, comme mon épouse n'a pas voulu, notre fille essayait de l'apprendre comme alliée, ça n'a pas été le cas, elle a été accusée de complicité, et puis notre fils, l'aîné de la famille, pareil, quelques semaines après, également de complicité, même au-delà en ce qui le concerne. Donc une dérive totale, on a pensé, on ne connaissait pas du tout la technique des faux souvenirs à lui, on a pensé qu'une coupure serait salutaire en laissant passer quelques mois. Mais on s'est aperçu que c'était de pire en pire, et puis on a compris 6 mois après, le rôle néfaste d'une belle famille d'ailleurs, et on a compris surtout qu'il y avait une dérive sectaire avec une thérapie inappropriée. Donc avec ces proches à qui on avait confiance, mais qui étaient imperméables à notre discours, qui ont accompagné nos filles, on s'est aperçu que de mars à octobre 2010, 2 plaintes ont été déposées, 4 plaintes, parce que pour les enfants, les petits-enfants. Et puis en décembre 2010, donc 8 ou 9 mois après la séparation, on a été convoqué à la gendarmerie, au chef-lieu du département, 5 heures durant, chacun, moi avec 4 gendarmes, mon épouse avec 3, dans des bureaux séparés, où chaque mot était pesé et chaque contradiction, il n'y en a pas eu, tentait d'être relevée en passant d'un bureau à l'autre pour nous questionner âprement. Et on s'est aperçu de la technique coupure avec les proches, en prenant d'autres alliés qui depuis longtemps n'attendaient que ça pour certains, parce que comme j'étais un homme public, j'étais maire d'une commune de 5000 habitants, depuis l'âge de 27 ans, ça faisait déjà 32-35 ans que ça durait, et conseiller général dans le même département pendant 28 ans. Donc très vite, il y a eu une accusation, avant qu'on soit même cité, un filet dans les réseaux sociaux, accusé de 4 viols et d'inceste. Et puis, convoqué, on s'est aperçu, en prenant connaissance du dossier, qu'il y avait 8 dépositions à charge contre nous, non pas sur les faits et pour cause, mais sur soi-disant une vie trouble. On m'a inventé des tas de maîtresses, du tourisme sexuel en Thaïlande, tout, pour déstabiliser et pour surtout provoquer une onde de choc vis-à-vis du procureur. Et un témoin, ami de notre fille qui habitait tout près de Nice à l'époque, s'est fait connaître, on ne le connaissait pas, et avec l'autorisation du procureur, on l'a rencontré, il nous a expliqué qu'il avait amené notre fille qui habitait à Nice, sur recommandation de celle qui habitait à Évian, voir, il y a quand même 400-500 km de différence entre les deux, voir un thérapeute recommandé à Cap d'Aille, et que sur le panneau de cette thérapeute, c'était marqué énergicienne. Après, elle a disparu des ondes. Donc, ce témoin a été écarté des liens qu'il avait avec nos enfants, soi-disant que c'était un homme noir. Et il écrit à 2 procureurs des Vosges et des Alpes-Maritimes pour être entendu. Il n'a pas été entendu. Et on nous a promis une enquête, parce que le panneau, on l'avait, Madame Cagnol, énergicienne à Cap d'Aille, ça méritait une enquête. On nous a promis qu'il allait y avoir une enquête qui allait s'ouvrir là. Quand on a pris connaissance du dossier, vous allez voir la suite, il n'y a jamais eu d'enquête qui a été ouverte là. Et on a dû attendre 18 mois pour avoir un classement sans suite. Le procureur, à 3-4 reprises, nous avait dit, et avait dit à notre avocat, vous connaissez, j'ai pas les moyens, il n'y a rien dans le dossier, mais j'attends, il peut venir d'autres éléments. Donc pendant 12 mois, il n'y a eu aucune instruction, et soi-disant qu'il n'y avait pas les moyens pour écrire, c'est pas 2 lignes, c'est 1 ligne et demie pour le classement sans suite. Voilà où nous avons été. Et puis, après cette procédure, on pensait un peu d'apaisement, eh bien les filles se sont portées partie civile, avec un avocat parisien de renom, aussi extrémiste, polémique que médiatique. Et nous avons eu 50 procédures, avec 3 juges d'instruction différents, 2256 jours d'attente, 1750 pièces dans le dossier, dont certaines pièces font 15 pages. Le procureur nous a dit,
Entre-temps, il y a eu un changement de procureur qui nous a reçus. J'ai jamais vu ça, ça vient de partout. On est prêt à s'expliquer de tout. Et on s'est aperçu, parce qu'il y a eu un classement sans suite du procureur, il y a eu 50 procédures pour arriver à une ordonnance de non-lieu par un juge d'instruction. Et puis après, bien sûr, en se portant partie civile, c'est devenu devant la Cour d'appel de Nancy. Et par un arrêté, la Cour d'appel a confirmé l'arrêté le procureur, c'est le classement sans suite. L'étape d'après, c'est le non-lieu. Voilà. Excusez-moi. Et puis, alors on s'est aperçu au vu du dossier qu'on a pu avoir connaissance quelques années après, le dossier pénal, parce qu'on a pris aussi des avocats parisiens, qu'il y avait 5 plaintes de notre part qui n'ont pas été instruites. 5 plaintes de notre part n'ont pas été instruites. 2 plaintes de notre fils ont été déclarées perdues, en année double. Une plainte de son épouse a été déclarée perdue. Alors que s'il y avait urgence, pendant 50 procédures, notre fils était à l'époque éducateur spécialisé dans l'enfance en danger, donc il était au contact permanent, quotidien, de difficultés réelles dans les familles. Il a essayé de raisonner tout le monde, mais je crois que c'est encore pire. Et puis maintenant, il a eu d'autres responsabilités, toujours dans ce créneau-là. Et on s'est aperçu qu'il y avait 4 commissions rogatoires contre nous. Alors celles-là, elles ont été faites. J'étais plus maire, mais s'il y a eu le dossier, il avait mon dossier de permis de construire qui datait de la maison de 35 ans, 40 ans. Mais ils sont allés saisir officiellement avec toute une délégation auprès de la mairie. Ils sont allés saisir au dossier médical de mon père qui était décédé depuis 15 ans parce qu'on lui volait les médicaments pour endormir nos filles. Donc ça, c'était l'instruction qui avait décidé ça. L'entreprise qui avait construit notre maison 40 ans plus tôt, le chef d'entreprise est convoqué, sauf qu'il est mort depuis 25 ans, donc c'est son successeur qui doit venir. Une autre entreprise qui avait fait des travaux de sanitaire 15 ans plus tôt est convoqué, il est en retraite, mais son ouvrier affolé nous informe de ce qu'il a eu été confronté, pardon. Et puis, par contre, ça c'est des commissions rogatoires contre nous, dans notre petite ville de 5000 habitants, mais par contre, nous avions demandé 6 commissions rogatoires par le biais de notre avocat depuis plusieurs années. Elles ont été faites, décidées au bout de 4 ans, mais 6 commissions rogatoires qui ne seront pas exécutées. Vis-à-vis d'un thérapeute, je pourrais dire le nom ici, parce que dans le département là, parce qu'il y a 3 départements, il y a notre département des Vosges, mais aussi il y a un département de Savoie, il y a un département des Alpes-Maritimes où habitent nos filles. Eh bien, thérapeutes, ceux qui font l'enquête sur le terrain ont décidé de ne pas auditionner le thérapeute, alors que le juge avait décidé. Ensuite, il y a une psychiatre qui est auditionnée, qui refuse de collaborer, qui prétend de ne pas se souvenir de cette famille, alors qu'on avait su qu'elle avait été condamnée par l'ordre des médecins pour une séance exactement comparable. Elle a fait appel, et puis c'en était resté là, puisqu'elle est décédée quelques années après. Elle a refusé de collaborer, et on s'est aperçu par ce biais-là aussi que ça reposait sur une séance d'hypnose avec un qui était venu pour une séance identique. Je n'ai rien contre l'hypnose, hein, mais elle peut être utilisée pour des cas comme ça, d'une manière tout à fait irrationnelle, qui était venu spécialement de Lyon, c'était le même cas, et on a donné tous ces éléments-là, mais il n'y a pas eu de suite. Un deuxième psychiatre a été aussi convoqué, il a refusé de collaborer, mais ils ont saisi un dossier de 28 pages de notre autre fille sur le sujet, mais aucune trace dans le dossier pénal du contenu de ces 28 pages. On sait juste qu'il y a 28 pages de saisie, mais il n'y a pas un mot en ce qui concerne les soins qu'il y avait. Et puis les écoutes téléphoniques pas exécutées. Toujours dans la même rubrique, on a été convoqués, confrontés, mon épouse, moi, notre fils, et 14 messages de notre fille téléphonique, de notre fille au téléphone, sur 2-3 ans, qui étaient révélateurs de l'orientation qu'elle prenait, parce qu'au fur et à mesure, elle s'enferrait. Eh bien, ces 14 messages ne sont pas écoutés, je ne dis pas étudiés, je dis écoutés par le juge. Il l'a dit à mon épouse, et le juge qui lui succédera trouvera un mot, je n'ai pas écouté, malgré les 1700 pièces du dossier,
n'a pas écouté les 14 messages de notre fille qui étaient pourtant très révélateurs. Donc, vous voyez un peu ce qu'on a subi. On croit à la justice, on continue d'y croire, hein, dans ses fonctionnements à 95%, mais dans notre cas, c'était erreur sur errement, une ignominie. Est-ce par laxisme? Est-ce par le manque de moyens? Est-ce pour casser la lue que j'étais? Je n'ai pas la réponse. On a été obligé de s'interroger sur tout ça. On nous a répondu qu'on devrait se satisfaire de ne pas avoir été mis en examen, parce qu'effectivement, on a été convoqué en vue d'être mis en examen, mais on n'a pas été mis en examen, on est resté un témoin assisté. Et puis, 6 ans d'accusation contre nous, la famille détruite. On a essayé, après le jugement, d'avoir, par le biais de médiateurs, ça a été aussi un échec. Et pour cela, parce qu'on a dû s'expliquer, il y a eu des fuites dans la presse sur nos accusations, donc 5 ans après, quand j'ai été lavé de tout soupçon, j'ai dû m'expliquer dans la presse, j'étais plus élu. Et c'est pour ça qu'on a à la fois rédigé un livre qui s'appelle « Des faux souvenirs induits », à la dérive, et puis fait un site, mais le seul but, c'est de sensibiliser, parce qu'on s'est aperçu, au fur et à mesure, et je vais en terminer, je ne sais pas comment ça va réaliser. C'est bon? Encore 5 minutes. Oui. D'accord. Parce qu'entre-temps, on pensait bien que les actualités sur le sujet, on les suit, on les découvre. J'ai écrit X fois à des représentants que je connaissais, parlementaires ou ministres, et on s'est aperçu que les plus hautes autorités, parfois, étaient accusatrices ou disaient qu'il ne fallait pas s'affoler, suivant que la personne était connue ou pas. On a vu quand même des choses pour dire que la délation fonctionne à certains moments, que les mensonges permettent peut-être d'instruire les choses pour voir si derrière une défense, il ne peut pas y avoir une autre personnalité, on le comprend. Mais d'arriver à ce point-là, on a tenté de nous déstabiliser par tous les moyens. Il y a eu sur ma commune, quand même, une commune de 5000 habitants, qui avait 250 personnels, agents, dont j'étais responsable durant 37 ans. Il y a eu 3 enquêtes qui ont été lancées, avec des chantiers qui ont été arrêtés sur un lotissement, sur des parkings, sur de la production de neige, etc., avec une vingtaine de personnes qui ont été auditionnées. Tout ça pour arriver après au nouveau procureur qui classe tout ça en disant que la commune avait les autorisations nécessaires. Donc tout ça, c'est pour dire qu'il y a une des mesures, la justice qui manque de moyens, bien sûr qu'on le sait. Bien sûr, il y avait une émission il y a peu de temps pour le dire, mais on s'est aperçu quand même dans notre cas que si les personnes qu'on a indiquées dans les premiers mois avaient été écoutées, on était allé à leur domicile, les enquêter, parce qu'il y en a pour lesquels il n'y a rien eu du tout, eh bien la justice n'aurait pas perdu tout le temps qu'elle a perdu sur ce sujet-là, parce que, mais on a eu l'impression, mais je dis bien que c'est un cas particulier, que quand on faisait une défense pour connaître un peu avec les conseils d'avocats comment on devait s'y prendre, eh bien que ce qui convenait ne pouvait pas convenir parce que la personne qui instruit ne connaît pas le phénomène des faux souvenirs et à partir de là pense que derrière notre personnalité, il y a un habillage, qu'il y a une manière de se disculper alors que dans les faits, il n'en était rien. Élu donc coupable, élu donc notable coupable, etc. Ceci dit, aucune instruction, on s'interroge toujours par rapport à ça, on a continué des approches et des contacts avec le biais divers, responsabilité civile pour ceux qui ont accompagné nos filles. C'est pour ça que je terminerai sur ces sujets-là, c'est qu'il y a un organisme qui s'est mis en place, qui s'appelle la Civise au niveau national, et c'est une très bonne chose sur le principe pour étudier. Mais on s'aperçoit aussi avec des témoignages, je vais vous en lire quelques-uns, qu'il y a des personnes qui sont recensées dans cette structure, on passe vite de plaignante à victime, sans que plainte soit déposée ou sans que justice ne soit prononcée. Alors on comprendrait que si on continue sur le chemin-là, il n'y aura que, si les victimes passent automatiquement plaignantes, des cas comme nos filles, où elles mettaient en plus en parallèle une qui s'était donné la mort par suicide quelques années, à l'âge de 20 ans,
et qui était copine avec une de nos filles qui s'était pendue en Guyane, eh bien c'était aussi parce qu'elle était, bien sûr, elle avait été amusée par nous. Et donc on s'aperçoit que par rapport à ça, et je vais vous citer quelques exemples, que les faux souvenirs, pour le public initié, faux souvenirs induits, on le sait. Mais quand vous tombez dans des instructions où les enquêteurs ne connaissent pas le sujet, s'ils ne se réfèrent pas à la structure nationale très compétente, et si l'enquêteur suit sa ligne de départ, et c'est pas facile à sa place, on le comprend, eh bien on a encore des lendemains qui vont être terribles. Et si on intervient sur le sujet-là, c'est parce qu'on a eu des témoignages, et je peux vous en livrer quelques-uns, je terminerai là, suite à notre livre, suite à un site qu'on a fait, mais sans aucune prétention, c'est simplement ce qu'on a vécu, et on a des retours en disant, il y a les mêmes phénomènes que vous. La manipulation fait vraiment de gros et de graves dégâts, il fallait vraiment condamner ces manipulateurs qui gagnent de l'argent malsain, effectivement je ne vous l'ai pas dit, mais à chaque consultation de notre fille, que ce soit Evian, que ce soit Capcaï, c'était 80 € du quart d'heure, et c'était il y a 10 ans, il y a 15 ans, pour les premiers. Et puis après, j'ai moi-même un enfant qui a coupé toute relation. Ma fille aussi est victime des faux souvenirs induits, suite à une emprise sectaire. D'après elle, je suis un monstre, alors que finalement tout allait bien. Je ne sais pas quelle tournure vont prendre les événements, je suis vraiment en colère contre ces pseudo-gourous qui jouent avec le cerveau des gens et détruisent des familles. Notre livre émouvant, nous nous retrouvons bien dans votre histoire. Mon mari a été épuisé par notre fille pour attouchement. Elle a consulté un thérapeute déviant qui lui a soi-disant sous hypnose fait revenir ses souvenirs. L'affaire a été classée sans suite. Droit de visite refusé. Enfin, je vais terminer avec ceci. D'après ce que nous avons pu lire sur les sites et journaux lorrains, votre histoire est très sensible à la nôtre. Voilà où conduisent les pratiques criminelles de ces marchands de bonheur qui, quand ils ont pris possession d'une conscience, en jouant sur les failles et les fêlures de celle-ci, lui font croire ce qu'ils veulent en prétendant les guérir de son mal-être. J'aurais préféré pour ma part que ma fille porte plainte contre moi pour qu'elle aille au bout de ses accusations et éventuellement se réveille enfin. Mais elle ne l'a pas voulu. Aujourd'hui, avec le mouvement MeToo, salutaire incontestablement pour les vraies victimes, notre situation, en vous comme à nous, ne trouvera guère d'écho. De toute façon, ce n'est qu'une parole contre une autre. Il est impossible de se sortir de ce guêpier. Voilà. Et puis, on a eu également le concours de personnes compétentes. Je voudrais citer et remercier Brigitte Axelrad, qui, au niveau national, a été une universitaire qui a fait quelques travaux sur les faux souvenirs et qui nous a également accompagnés. Voilà. Excusez-moi pour ce message personnel, c'est tel que je l'ai vécu, mais... Ne vous sauvez pas, on va vous poser quelques questions. Oui. Est-ce qu'il y a eu un acharnement contre nous? Je voudrais resituer les choses. Le départ, c'est les faux souvenirs. On l'a découvert un an après. On ne connaissait pas la pratique des faux souvenirs. C'est sûr que si on avait connu le phénomène des faux souvenirs induits, mes deux sœurs, mon frère, qui se sont rendus chez nos filles et qui ont été bien reçues, mais seulement après le classement sans suite du procureur, se serait rendu bien avant. Mais une fois que la justice, on a appris que la justice était concernée, on n'a pas voulu du tout interférer. Alors, le facteur déclenchant, c'est un mal-être d'une de nos filles après un deuxième accouchement assez proche, et puis une recherche d'idéal, une recherche de mieux-être, Elle idéalisait notre couple, elle le disait, je ne dis pas aujourd'hui pour... Et puis, d'un coup, elle voulait qu'on reste plus souvent quand on passait chez elle, etc., etc. Elle est allée chez une personne, comme elle était très confiante, elle expliquait sa vie, et il suffit qu'elle soit tombée, elle a fréquenté plusieurs, on a vu après, mais chez celle qui l'a amenée, c'était à la fois une thérapeute en lien avec une psychiatre. Et c'est les deux qui lui ont fait venir séance d'hypnose, et puis après, ça s'est construit. Et nous, on l'a vu quand elle nous réveillait en pleine nuit, c'était un véritable cauchemar pendant des mois. Et ça montait crescendo, crescendo, crescendo. Mais elle était tellement attachée à notre famille, à leurs frères, à ma famille, qu'on se disait, laissons 3-4 mois de break, et ça va revenir. Et au fur et à mesure, elles ont été accompagnées pour les plaindre. Parce que d'autres personnes étaient jalouses. Puis quand vous êtes un homme public, vous êtes vulnérable par rapport à ceux qui ont envie votre place et autres, et qui à partir de là rajoutent des points. Donc, je dis bien, le facteur déclenchant, c'est les faux souvenirs. C'est un mal-être qui va chez d'une mauvaise personne, mal intentionnée,
et qui dérive sur les faux souvenirs. La meilleure preuve, c'est que la Benjamine qui habite sur Rémy-Antonon, elle va voir là, et puis comme sa sœur ne veut pas la suivre, lui dit non pendant des semaines et des semaines, et lui dit va voir telle personne à Cap d'Aille, à 400 km de là, et elle est recommandée par ma thérapeute à moi. Alors c'est là que la justice a affaibli quand même, parce qu'on a rencontré le témoin qui nous a dit ça qu'avec l'autorisation du procureur. Moi j'ai pas voulu prendre l'initiative, il voulait nous voir, j'ai dit non. Déposition au procureur, le procureur a dit allez-y, etc. On a tout envoyé. Le gars, il a écrit au procureur pour dire, au procureur des Alpes-Maritimes et au procureur des Vosges, pour dire je vais être entendu. Il n'a pas été entendu pendant 3 ans. C'est le juge d'instruction, 3 ans après, qui l'a entendu. Mais vous voyez les dégâts qui se sont faits. Et puis pendant les 12 mois de paralysie, le procureur qui dit trop de travail, je ne peux pas, et manque de moyens, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse par rapport à ça? Notre avocat nous dit c'est bien parti, il ne faut pas bouger. Mais il y a quand même eu 10 mois de paralysie où la rumeur dans un bled, elle se propage et on y va. Et à partir de là, le rôle secondaire, mais qui est devenu déterminant au fur et à mesure de la procédure, des accompagnants qui avaient des comptes à régler et autres, qui ont dit à nos filles, à 4 reprises, nos filles ont voulu, et la justice l'a su, qu'elles voulaient retirer leur plainte. Mais à 4 reprises, elles ont été reprises en main. Donc le phénomène d'accompagnement, c'est un phénomène autre. Et puis enfin, au niveau de la justice, quand vous êtes 2256 jours d'accusation, alors que dès le premier contact, il n'y a rien contre vous, les enquêteurs disent il peut que classer pour Noël dans quelques semaines, et puis que vous attendiez 2256 jours, vous vous interrogez. Moi, je peux vous dire qu'après la sortie de notre livre, on a eu une centaine, on a 400 témoignages au total, mais centaines de témoignages, dont une vingtaine de gens qui vivent les mêmes situations que nous et qui sont dans l'attente, et qui ne veulent pas s'exprimer publiquement pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Ne partez pas, je vous laisse notre dernier bulletin qui est un témoignage justement de Faux Souvenirs à lui. Merci. Dans son article principal. Merci. Merci à vous aussi d'avoir eu le courage de témoigner. Merci. Et on va passer